Il a parlé aussi des FDLR. Mais qui sont les FDLR? Ce sont des Rwandais. Organisez un dialogue inter-rwandais. Discutez entre vous. Vous n'avez même pas de démocratie chez vous. La démocratie n'existe pas au Rwanda. Tous les opposants rwandais sont en dehors du Rwanda. Quand ils sont à l'intérieur, ils sont tués et assassinés. Mais qui sont les FDLR? En effet, les FDLR sont des Rwandais et donc ils devraient être au Rwanda, c'est ce que nous demandons, nous. Ces FDLR sont où? C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Et qui occupe l'est de la République démocratique du Congo maintenant? C'est le Rwanda et le M23. Le problème n'est pas de savoir s'ils sont Rwandais ou non. Oui, ce sont des Rwandais qui ont tué notre peuple et qui veulent continuer de tuer. Ils ont toujours ces intentions génocidaires. Que vaut un discours de haine par rapport à un génocide conduit par un pays membre de cette organisation? Et on nous a demandé de lever nos mesures défensives. Alors que les FDLR ont un bastion, ce que Mme Keïta nous dit, eh bien, ça nous est arrivé en 1994. On a écouté les conseils de traîtres et on a été massacrés. Cela ne se produira plus jamais. Si cette organisation des Nations Unies respectait la charte telle qu'elle a été rédigée en 1945, le Rwanda, qui a envahi le territoire d'un autre pays, ne serait peut-être même pas admis à s'asseoir à côté de nous ici aujourd'hui. La démocratie n'existe pas au Rwanda. Alors, nous ne voulons pas une démocratie du type de celle de la RDC. C'est l'exploitation des minerais du Congo. C'est que, oui, peut-être le Rwanda n'a pas autant de minerais. On peut voir la façon dont nous gérons nos propres minerais qui sont moins nombreux. Alors, abonnez dès maintenant à notre chaîne YouTube Congo Synthèse et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos, analyses et reportages. Monsieur le Président, honorables membres du Conseil de sécurité, mesdames et messieurs, en ce dernier jour de votre mandat à la présidence du Conseil de sécurité, je me fais le plaisir et l'honneur de vous féliciter pour l'excellent travail abattu tout au long de votre mandat et de vous exprimer la satisfaction de ma délégation de vous voir présider la présente séance publique du Conseil de sécurité consacrée à l'examen de la situation dans mon pays, la République démocratique du Congo. J'ai saisi également cette opportunité pour rendre hommage à Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Son Excellence Monsieur Antonio Guterres, pour son engagement soutenu en faveur du rétablissement de la paix dans mon pays. Qu'il me soit permis enfin de remercier Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général et chef de la MONUSCO, pour sa présentation riche en informations de ce matin. Ma délégation a pris acte du rapport du secrétaire général sur la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, document S-bar 2025-590 du 19 septembre 2025. Mais elle voudrait d'abord rappeler que le 22 août dernier, lors de la réunion spéciale convoquée à l'initiative des États-Unis d'Amérique et du Panama sur la situation en République démocratique du Congo, elle avait regrettablement attiré l'attention du Conseil sur 3 points importants, à savoir 1. La poursuite sans relâche des atrocités et crimes de masse dans la partie est de la République démocratique du Congo contre les populations civiles, ainsi que le désastre humanitaire amplifié au quotidien par l'agression de la coalition RDF M23. Ce matin encore, des centaines de jeunes de la ville de Bukavu ont été emportés en masse par l'armée rwandaise et sa brigade avancée de AFC M23 vers une destination inconnue. 2. La non-application des dispositions pertinentes et claires de la résolution 2773, adoptée à l'unanimité le 21 février 2025
par votre Conseil, notamment le retrait immédiat et sans condition de l'armée rwandaise, Rwandan Defense Forces, et de leur brigade avancée en RDC, la tristement célèbre AFC M23. Troisièmement, j'avais également évoqué les différentes initiatives de paix sous l'égide des États-Unis d'Amérique et du Qatar, initiatives qui ont abouti à la conclusion le 27 juin 2025 à Washington d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi qu'à la signature à Doha de la déclaration de principe, une sorte de feuille de route préliminaire dans le cheminement vers la paix entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Monsieur le Président, aujourd'hui, mon premier message part de l'observation que, depuis plus de 3 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo subit une guerre atroce. Des générations entières ont grandi sous l'ombre de la violence, des déplacements massifs, de l'esclavage sexuel et du pillage de leur terre natale. L'agression dont la République démocratique du Congo est victime a plongé nos provinces de l'Est dans un désastre humanitaire avec près de 7 millions de déplacés internes. Le pic a été atteint en janvier et février 2025, lorsque les villes de Goma et Bukavu ont été envahies par les forces de défense du Rwanda et leur brigade avancée en RDC, l'AFC M23. Il convient de préciser ici que le processus diplomatique engagé avec toutes les parties au conflit n'exclut nullement la quête de la justice et de la réparation. Et comme l'affirmait le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune de la 80e session de l'Assemblée générale le 23 septembre dernier, les Nations unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. En juillet dernier, encore, plus de 300 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, ont été massacrés dans les territoires de Rutshuru par l'AFC M23 avec l'appui des forces de défense du Rwanda. Ces crimes ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une continuité macabre. Je remercie les États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative, le mois dernier, de convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour examiner ces massacres documentés par Human Rights Watch. Fin de citation. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement une crise congolaise. C'est une tache noire sur la conscience collective de l'humanité. Les cycles répétés d'atrocités, alimentés par la cupidité pour le minerai stratégique et les ingérences étrangères, principalement du Rwanda, reflètent le coût de l'indifférence et le prix de l'impunité. Chaque fois que des crimes restent impunis, chaque fois que des victimes restent silencieuses, la porte s'ouvre à de nouvelles vagues de violence. La reconnaissance des crimes commis, la préservation de la vérité pour les générations futures et la poursuite de la responsabilité ne sont pas des options. Elles sont le fondement d'une paix digne et durable. Aujourd'hui, alors que le monde réclame justice ailleurs, les voix des victimes congolaises doivent aussi être entendues, car aucun processus de paix ne peut survivre à l'impunité. Protéger les vies humaines est non négociable. Rester spectateur devant de tels crimes serait une forme de complicité. La protection des vies humaines, toute communauté confondue, reste non négociable et doit demeurer au cœur de l'action. Le Conseil de sécurité et la communauté internationale ne sauraient demeurer indifférents devant l'enracinement de l'impunité. Mon deuxième message, qui fait suite au premier, m'invite à réitérer l'appel qu'a lancé le 23 septembre dernier du haut de la tribune de l'Assemblée générale le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui disait, je cite, « À la veille de la mise en place de la commission d'enquête indépendante, décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur les massacres perpétrés
il y a quelques mois par nos agresseurs et leurs supplétifs dans l'est de mon pays, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle afin d'établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les assises d'une paix durable ancrée dans la mémoire et la responsabilité partagée. Fin des citations. Monsieur le Président, pour mettre un terme à ce conflit, le Conseil de sécurité, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, a notamment exigé le retrait du M23 des villes de Goma, Bukavu et de toutes les zones sous son contrôle, le démantèlement des administrations parallèles instaurées en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi que la cessation de tout appui direct ou indirect au M23. L'accord de Washington et la déclaration de principe de Doha abondent dans le même sens car le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix véritable. Le Conseil de sécurité, garant du maintien de la paix et de la sécurité internationale, doit veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de sa résolution 2773. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera de couler. Monsieur le Président, je voudrais encore faire mien le récent propos du Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour préciser que l'objectif pour la République démocratique du Congo demeure inchangé. Obtenir une paix juste, durable et véritable, non une accalmie factice et éphémère qui, depuis près de 30 ans, a trop souvent déçu l'espérance de notre peuple. Nous attendons de la communauté internationale et de ce Conseil de sécurité qu'ils se tiennent avec constance et courage du côté du droit. C'est à ce prix que la vérité l'emportera sur l'impunité et que la paix redeviendra possible. La République démocratique du Congo est un pays de vie, de richesse naturelle et de résilience humaine. Nous voulons contribuer à la paix mondiale, mais la paix commence par la reconnaissance de notre propre tragédie. J'adresse à cette Assemblée un appel solennel. Reconnaissez le génocide congolais, soutenez notre combat pour la vérité et la justice et aidez-nous à bâtir enfin une paix durable au cœur de l'Afrique. Nous demandons que les Nations Unies instaurent un régime de sanctions ciblé contre les auteurs de crimes économiques, mais aussi des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide commis à l'est de mon pays, et qu'elles soutiennent toutes les actions visant à tarir les circuits illicites d'approvisionnement en minerais qui financent depuis des décennies la guerre et la tragédie humaine. La communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide, et d'agir en conséquence. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Nous demandons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête internationale, indépendante et dotée de moyens pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et rompre le cycle de l'impunité qui nourrit ce drame depuis des décennies. Monsieur le Président, en ce qui concerne la MONUSCO, la position de mon pays a déjà été exprimée maintes fois ici. Mon gouvernement est en plus favorable à l'option d'un rôle opérationnel à conférer à la MONUSCO en matière de vérification d'un éventuel cessez-le-feu et de soutien à la mise en œuvre des accords de paix. Nous voulons insister sur la nécessité pour le Conseil de sécurité de renforcer diplomatiquement, militairement ainsi que financièrement la MONUSCO pour l'accomplissement de son mandat qui sera bientôt renouvelé. Nous en appelons au Conseil de prendre des décisions pour contraindre le Rwanda et son supplétif du M23-FC de ne pas entraver les libertés de mouvement de la force de paix de la MONUSCO. Une telle posture est indigne d'un pays qui prétend porter le manteau de contributeur de troupes au système des Nations Unies. Monsieur le Président,
Permettez-moi, avant de clôturer mon propos, de réitérer les demandes formulées par mon pays au Conseil pour faire avancer l'agenda vers la restauration d'une paix durable et non d'une paix factice et éphémère à l'est de la RDC. Premièrement, que le Conseil puisse veiller sans atermoiement à la stricte application de l'accord du 27 juin 2025 signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, désormais indissociable de la mise en œuvre intégrale sans faille des dispositions de la résolution 2773-2025. Deuxièmement, qu'il renforce sans délai le régime de sanctions en y inscrivant les commandants de l'AFCM 23 et les responsables rwandais. Troisièmement, qu'il soutienne sans délai la mise en œuvre effective de la commission d'enquête internationale prévue par la résolution A-HRC-RES-S-37-1 adoptée le 7 février 2025 lors de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo de sa déclaration et je cède à présent la parole au Rwanda. Merci de me donner la parole. D'entrée de jeu, je tiens à vous féliciter pour votre présidence du Conseil de sécurité au cours du mois de septembre. Je remercie également Madame Bintou Keïta des informations qu'elle nous a communiquées sur l'évolution de la situation dans l'est de la RDC et pour ce qui est des actions de la MONUSCO. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui, depuis la signature de l'accord de paix de Washington, le Rwanda a participé constructivement à toutes les réunions de suivi, et notamment comme suit. Le comité de surveillance conjointe s'est déjà réuni à 2 reprises le 30 juillet, le 3 septembre, et nous allons à nouveau nous réunir le 1er octobre. De même, le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité s'est réuni 2 fois, les 7 et 8 août à Addis Abeba et les 17 et 18 septembre à Washington. Toutes ces réunions visent à mettre en œuvre l'accord de paix de Washington, un processus auquel demeure pleinement attaché mon pays. Il convient de souligner que l'accord de paix de Washington se fonde sur les principes de paix et de coopération et créer un mécanisme de sécurité conjoint visant à établir la confiance, couplé à des mesures de garantie de l'accès humanitaire et d'un retour dans la dignité des réfugiés. Cet accord de paix porte également sur de nombreuses questions dont était saisi le Conseil de sécurité depuis bien longtemps et énoncé dans bien des résolutions du Conseil de sécurité. Enfin, en fait, certains réfugiés rentrent déjà chez eux, le mécanisme aide à les accueillir. Ce processus rejoint également la résolution 2773. Et il y a près de 20 résolutions qui avaient été adoptées avant celle-là, et cette résolution 2773 ne les a pas abrogées. Mais si je cite la résolution 2773, c'est parce que les différents problèmes sont intrinsèquement liés. Et donc, dans le cadre de l'accord de paix de Washington, on reprend les résolutions précédentes. La résolution 2773 plante le décor de la situation et met en place un mécanisme logique. Donc, si le Conseil est favorable à l'accord de Washington, vous devez également appuyer le processus de mise en œuvre de ces résolutions par le biais de l'accord de Washington. Le processus de Doha a également été une occasion cruciale de traiter des problèmes intercongolais endémiques qui accablent la RDC depuis des décennies. Le processus de paix est un cadre structuré et inclusif de dialogue destiné à arracher les racines du conflit, notamment les questions de gouvernance, l'exclusion, les groupes armés, les tensions ethniques. Le Rwanda place de grands espoirs dans ces efforts, mais leur succès dépend de l'engagement et de la volonté politique de toutes les parties concernées.
C'est une chance en or de faire advenir la paix pérenne. En RDC, le Conseil de sécurité doit l'appuyer sans faille. Nous appelons toutes les parties à honorer leurs engagements, à faire montre d'une attitude constructive et à veiller à ce que ce processus se traduise en mesures concrètes afin de faire régner la paix et de lutter contre les facteurs de conflit dans l'Est de la RDC. Une fois de plus, le Rwanda est pleinement attaché à ce processus. Nous voulons le respecter à la lettre. Nous avons examiné le rapport du secrétaire général à l'examen aujourd'hui et je voudrais vous présenter quelques préoccupations du Rwanda, notamment quant au fait que certains faits essentiels n'y figurent pas, la description biaisée de groupes armés, la présence dangereuse et persistante des FDLR soutenus par les RDC et les conséquences sur le rôle futur de la MONUSCO, alors que l'accord de paix de Washington va être mis en œuvre. L'accord de Washington prévoit un rôle pour la MONUSCO, je le souligne. Mais il faut que la MONUSCO soit en bonne posture pour pouvoir endosser ce rôle de façon constructive. Et donc les observations que je vais vous présenter doivent être lues à la lumière de cette logique. Si nous nous félicitons des rapports, le dernier rapport en date comporte des omissions déconcertantes, notamment l'un des facteurs les plus dangereux de la violence n'est pas mentionné, c'est les discours de haine et la persécution fondée sur l'identité. On en parle certes au paragraphe 79, mais pas de façon suffisante. Les discours de haine sont extrêmement dangereux. Dans certains rapports du Conseil de sécurité, vous reprenez des publications sur les réseaux sociaux. Et il y a souvent des discours de haine sur les réseaux sociaux, dans des chats, en salle de classe, des discours de haine présentés à des enfants de 10 ans. La semaine dernière, on a interpellé des personnes simplement parce qu'ils ont un long nez. Et ceux qui connaissent bien la région savent ce que cela signifie. Cela signifie la mort pour certaines personnes. Donc le rapport devrait s'arrêter un peu plus longuement sur ces faits. Le rapport ne porte pas non plus sur la question des mercenaires. Il y a une convention des Nations Unies contre l'utilisation des mercenaires. Il y a plus de 2 résolutions du Conseil de sécurité à ce sujet. L'Union africaine a également adopté une résolution contre l'utilisation des mercenaires. Alors quand le Conseil de sécurité va-t-il se saisir de cette question? Les mercenaires sont toujours présents, ils l'étaient par le passé. Et lorsqu'ils sont sortis de la forêt, tout le monde a pu le voir. Mais le Conseil de sécurité ne prend pas cela en compte. Et pourquoi la MONUSCO ne considère pas cela comme un problème? Car ce problème existe de l'autre côté de notre frontière, donc il nous préoccupe. Les populations congolaises locutrices du Kinyarwanda, notamment les Banyamulenge dans le sud Kivu, sont stigmatisées pour être expulsées ou exterminées. N'avez-vous pas entendu qu'un ultimatum a été décrété à Uvira, à savoir que les Tutsis devaient quitter le pays dans les 10 jours. J'ai rencontré un fonctionnaire de l'ONU le 8e jour en lui demandant pourquoi l'ONU avait gardé le silence. Un commandant de l'armée a demandé à un groupe ethnique de quitter le pays. Pourquoi n'y a-t-il eu pas une séance d'urgence du Conseil de sécurité sur cette question? Pourquoi l'ONU reste muette à cet égard? Est-ce que cela ne vous préoccupe pas qu'un groupe ethnique doive quitter son pays d'origine? Parce que présenter la vérité, c'est la seule chose que nous pouvons faire ici. Et nous ne serons pas là de le répéter. Nous allons continuer de dire la vérité. Les FDLR, appuyés par le gouvernement congolais, constituent le seul groupe génocidaire qui est toujours une formation militaire à des endroits bien connus et qui nourrit les mêmes intentions, et ce depuis 31 ans.
Il n'y a aucun autre groupe que je connaisse qui ait connu commis un génocide et maintenu cette formation armée et gardé ses armes, se soit regroupé et toujours les mêmes intentions depuis près de 30 ans. Et aujourd'hui, on dit que ce groupe a un bastion. C'est les FDLR, on en parle ici. En fait, ici, cela ne semble pas être un problème dans les discours, dans vos discours. Vous ne devez pas forcément me donner une réponse maintenant, mais réfléchissez. Les FDLR font partie des FARDC. Donc, les FDLR sont aidés par le gouvernement congolais. La MONUSCO coopère avec le gouvernement de la RDC, sachant que les FDLR font partie de l'armée de la RDC. Et que fait la MONUSCO? La MONUSCO évite d'avoir des bataillons, des unités des FDLR là où les FARDC sont déployés. Donc il y a une coopération militaire entre une force de l'ONU et des forces gouvernementales et une force qui a une force génocidaire en son sein. Et cela convient tant qu'ils ne se retrouvent pas dans la même unité. Eh bien, c'est ça la position de la MONUSCO. Alors, n'est-ce pas être complice? La MONUSCO le sait que les unités des FDLR font partie de la FARDC. Donc, ils leur disent, vous pouvez les utiliser ailleurs tant que vous ne les mélangez pas. Mais ils font partie de la même campagne, du même effort militaire. Alors comment est-il possible qu'il y ait un tel partenariat contre les M23, contre le Rwanda? Le M23, c'est des Congolais qui sont expulsés de leur pays. Le Rwanda a subi un génocide entre les mains des FDLR et 21 attaques en plus après le génocide de 1994. 21 attaques d'un groupe non étatique appuyé par un État membre de l'ONU. Alors si ces 21 attaques ne sont pas un motif d'invoquer l'article 51 de la Charte, alors qu'est-ce qui le justifierait? 21 attaques en 31 ans. Si vous voulez savoir combien de fois les FDLR s'en sont prises au Rwanda, regardez les différentes notifications aux voyageurs que vous avez publiées, parce que chaque fois qu'il y a des attaques, vous conseillez à vos citoyens de ne pas vous rendre dans cette partie du Rwanda. Donc, consultez tout simplement ces notifications voyageurs et vous verrez combien d'attaques des FDLR il y a eu contre mon pays. Et on nous a demandé de lever nos mesures défensives. Alors que les FDLR ont un bastion, ce que Mme Keita nous dit, eh bien, ça nous est arrivé en 1994. On a écouté les conseils de traîtres et on a été massacrés. Cela ne se produira plus jamais. Je remercie le représentant du Rwanda de sa déclaration. Le représentant de la République démocratique du Congo a demandé la parole pour une nouvelle intervention. Je vous en prie. Monsieur le Président, je vous remercie de me donner à nouveau la parole. J'aurais pu me taire tout simplement parce que ce que nous avons dit était suffisamment clair. Mais devant les élucubrations de mon collègue du Rwanda, je crois que je suis obligé quand même d'y revenir un tout petit peu. Si cette organisation des Nations Unies respectait la charte telle qu'elle a été rédigée en 1945, le Rwanda, qui a envahi le territoire d'un autre pays, ne serait peut-être même pas admis à s'asseoir à côté de nous ici aujourd'hui. Parce que l'objectif des fondateurs de cette organisation, c'était de faire en sorte que la guerre ne revienne plus. Ce pays a envahi le territoire de la République démocratique du Congo. Ils ont leurs troupes sur le territoire de la République démocratique du Congo.
Ils tuent au quotidien. Ce matin, encore à Bukavu, des centaines de jeunes ont été entraînés vers une direction inconnue. Toujours dans la logique de l'épuration, des massacres des populations civiles congolaises. Mais ils ont peur de la haine, c'est-à-dire le discours de haine. Vous parlez du discours de haine, vous qui êtes sur le territoire d'un autre pays en train de massacrer les populations et les tuer, vous osez parler du discours de haine. Donc vous avez peur du discours de haine pendant que vous êtes en train de massacrer des populations d'un autre pays sur son territoire avec armement et avec tout. Même la MONUSCO a souffert de pertes en vies humaines par le fait du Rwanda. Un pays comme ça est digne de s'asseoir sur la table du Conseil de sécurité et de parler du discours de haine, et on l'écoute même. Que vaut un discours de haine par rapport à des milliers de massacres commis sur le territoire de la République démocratique du Congo? Que vaut un discours de haine par rapport à un génocide conduit par un pays membre de cette organisation? Monsieur le Président, il a parlé aussi des FDLR. Mais qui sont les FDLR? Ce sont des Rwandais. Organisez un dialogue inter-rwandais. Discutez entre vous. Vous n'avez même pas de démocratie chez vous. La démocratie n'existe pas au Rwanda. Tous les opposants rwandais sont en dehors du Rwanda. Quand ils sont à l'intérieur, ils sont tués et assassinés. Au Congo, nos opposants sont au Congo. Nous discutons. Nous avons la démocratie, même si on ne peut pas la comparer à la démocratie occidentale. Elle existe. Où est la démocratie au Rwanda? Où est la démocratie au Rwanda? Citez-moi un seul opposant rwandais qui existe au Rwanda. Ça n'existe pas. Alors venir débiter des choses du genre, voilà, discours de haine et tout consort, mais ça n'a pas de place ici. Monsieur le Président, les FDLR, parce qu'on en parle toujours, on a fait pratiquement son cheval de bataille ici. Ce sont des Rwandais, je l'ai dit. Si les Rwandais veulent la paix avec les FDLR, mais pour convoquer un dialogue entre vous, discuter. Qui plus est, ces FDLR sont où? C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Et qui occupe l'est de la République démocratique du Congo maintenant? C'est le Rwanda et le M23. Mais nous avons dit, nous contribuons au démantèlement des FDLR. C'est ça le sens de l'accord de Washington. Tout simplement parce que nous voulons la paix. Mais qu'on ne vienne pas nous débiter ici des choses du genre comme si, à la base de toute cette insécurité, c'est les FDLR. C'est faux, archi faux. C'est l'exploitation des minerais du Congo. On ne va pas s'en départir, nous l'avons dit plusieurs fois. Nous considérons que les graves violations des droits de l'homme qui se commettent à l'est de la République démocratique du Congo sont le fait du Rwanda. C'est un pays agresseur. On devait les traiter en tant que tels selon la Charte des Nations Unies. Nous sommes étonnés de constater que nous essayons toujours avec un agresseur qui vient avec des arguments, qui fait écouter même des arguments qui n'ont pas de valeur devant vous. Combien de fois parlera-t-on des FDLR? Combien de fois parlera-t-on du discours de haine? Et qui le dit? Un pays qui a envahi le territoire d'un autre. Est-il digne de le dire? Je m'arrête là. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo de sa déclaration et je donne la parole au représentant du Rwanda qui a demandé également la parole pour une nouvelle déclaration. Il s'agit de la dernière déclaration. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne vais pas gaspiller votre temps. En effet, les FDLR sont des Rwandais et donc ils devraient être au Rwanda, c'est ce que nous demandons, nous. En 1994, après avoir commis le génocide, il y avait un grand nombre d'auteurs de ce génocide qui ont quitté le Rwanda pour la Tanzanie. Mais comme la Tanzanie a géré la situation
du Mans, nous n'avons plus de problème maintenant avec la Tanzanie. Vous connaissez bien l'histoire. Le HCR a participé à tout ce processus. Donc, ils ont été désarmés, mis dans des camps et puis rapatriés au Rwanda. Le problème avec la RDC, c'est que la RDC a pris la direction inverse. Ils les ont réarmés, les ont regroupés, continuent de les soutenir jusqu'à ce jour. Et 31 ans plus tard, le rapport démontre qu'ils ont même un bastion en RDC. Donc c'est ça le problème. Le problème n'est pas de savoir s'ils sont rwandais ou non. Oui, ce sont des Rwandais qui ont tué notre peuple et qui veulent continuer de tuer. Ils ont toujours ces intentions génocidaires. Et dès lors, ils doivent être neutralisés. Ne devraient pas être au Rwanda. Pour ce qui est de la question des minerais, nous n'avons pas de problème à cet égard, nous avons nos propres minerais. Mais le problème pour la RDC, c'est que, oui, peut-être le Rwanda n'a pas autant de minerais. On peut voir la façon dont nous gérons nos propres minerais qui sont moins nombreux. Alors, nous ne voulons pas une démocratie du type de celle de la RDC, si c'est ce que présente la RDC. Il n'y a plus de noms inscrits sur la liste des orateurs. J'invite les membres du Conseil à des consultations officieuses afin de poursuivre nos discussions sur le sujet. La séance est levée.